Le cannabis, dans les années hippies, a toujours été perçu comme une drogue peu dangereuse, récréative, festive. Mais aujourd'hui, au vu des progrès dans la recherche, le cannabis est une drogue qui mène à une dépendance dans un certain nombre de cas. Même par les consommateurs ou les anciens consommateurs qui ont arrêté, ce n'est pas que une drogue festive, c'est une drogue. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes peut-être étonné par le sujet de ce matin, mais c'est un sujet santé. Je reçois le docteur Éric Guillem. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychiatre addictologue et vous publiez « Comment j'ai arrêté de fumer des joints ». Guide à l'usage des fumeurs pour arrêter le cannabis chez Henrik B Éditions. C'est de votre expérience que vous parlez? Parce que quand je dis comment j'ai arrêté, c'est vous? C'est de mon expérience en tant que professionnel et non pas en tant que consommateur. D'accord, oui. J'ai travaillé en milieu hospitalier pendant une vingtaine d'années et j'ai travaillé dans le champ des addictions en tant qu'addictologue et j'ai créé une consultation spécialisée dans le cannabis pendant 10 ans. Donc j'ai vu des consommateurs de cannabis, j'en ai suivi et c'est cette expérience qui m'a permis d'écrire ce livre. Mmh. Alors vous qui justement pendant 10 ans avez reçu des fumeurs de cannabis, quel est le profil type d'un fumeur de cannabis? Il n'y a pas de profil type. Moi, j'ai été amené à voir. Il n'y a pas une typologie. Non. J'étais amené à voir des hommes, des femmes. J'étais amené à voir des adolescents. J'ai même vu des retraités qui continuaient de consommer de tout milieu social, de tout milieu culturel. Il n'y a pas un profil en particulier lorsqu'on parle de l'ensemble des fumeurs. D'accord. Et est-ce que parler de sexe en termes de cannabis, ça a un sens ou pas? En disant que les hommes seraient plus gros fumeurs que les femmes? Oui, si on parle de sexe ratio, il y a plus d'hommes que de femmes qui fument du cannabis, mais on a vu ça pour l'alcool ou pour le tabac. Il y a une évolution avec une normalisation, on va dire, du sexe ratio qui peut apparaître avec le temps, où il y a de plus en plus de femmes qui consomment alcool, tabac. Pour le cannabis, il y a toujours plus d'hommes, mais les femmes ne sont pas en reste. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un traitement de substitution du cannabis validé par les autorités médicales? Alors, c'est une très bonne question. De fait que depuis une quarantaine d'années, la méthadone, produit de substitution pour les consommateurs dépendants d'héroïne, avec le temps, on a vu un bénéfice très important dans le cadre de la dépendance à l'héroïne et également de ses conséquences infectieuses et autres. Ça a été une grande avancée pour les patients. À ce jour, la substitution, non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait est-ce que ça tient finalement du produit qu'est le cannabis? Je pense pas. La substitution nicotinique pour le tabac a été également très aidante. Non, je ne saurais répondre à cette question. Je ne sais pas. Est-ce que le cannabis est un produit particulièrement addictif? Il est addictif, particulièrement, peut-être moins que certaines autres drogues, et je pense au tabac, au crack, qui sont particulièrement addictifs. Du fait que le délai entre la consommation et les effets ressentis est extrêmement bref. Pour la cigarette et pour le crack, on sait que du fait qu'on a un effet très rapide, ça induit que l'addiction est plus rapide. Exactement, à s'installer. Mais ça, je l'ai appris en lisant votre livre, c'est que finalement, les effets du cannabis sont très très lents. Oui, alors le cannabis, au contraire d'autres drogues, le cannabis va être éliminé par l'organisme très lentement parce qu'il va se fixer sur des tissus graisseux en l'occurrence et l'organisme va mettre beaucoup de temps à les éliminer. Le cannabis a longtemps été perçu comme une drogue récréative et peu dangereuse. Est-ce que cette image est en train de changer en France ? Oui, je pense que oui. Le cannabis, dans les années, on va dire 70, les années hippies, comme symbole de la contre-culture, comme le LSD, a toujours été perçu comme une drogue
peu dangereuses, récréatives, festives, mais aujourd'hui, au vu des progrès dans la recherche, que ce soit des études cliniques épidémiologiques, que ce soit des études pharmacologiques, que ce soit des études en imagerie, le cannabis est une drogue qui mène à une dépendance dans un certain nombre de cas. Donc le côté festif et récréatif aujourd'hui est moins mis en avant. Voilà, même par les consommateurs ou les anciens consommateurs qui ont arrêté, ce n'est pas que une drogue festive, c'est une drogue. C'est une drogue douce. Alors moi personnellement, la dichotomie drogue douce, drogue dure, de par ce que j'ai pu voir dans mon expérience clinique, des personnes isolées avec une consommation, on va parler de dizaines, 10, 20 joints par jour, qui sont très isolées, qui sont très impactées par les effets du cannabis. Fumer un joint et fumer 10 joints dans une même journée, on peut avoir des conséquences, on va dire, importantes sur la capacité à fonctionner, à aller travailler, à s'occuper de sa famille, à s'occuper de soi. Je veux dire, le cannabis peut induire des tableaux assez durs. Quand on voit les populations, elles peuvent être très affectées par une consommation particulièrement importante de cannabis, on est d'accord. D'accord. Mais vous, donc ça veut dire que vous refusez quand même ce qualificatif de drogue douce. Disons que je pense que c'est une manière d'atténuer un peu les effets qui peuvent être, je ne dis pas chez tous, chez tous les consommateurs, mais non, c'est une drogue, voilà. Donc, elle a peut-être des effets en aigu, un peu, disons, même, non, j'allais parler du crack, ou de l'héroïne, ou de l'alcool, mais en aigu, on peut avoir des épisodes confus, des épisodes psychotiques, des bouffées d'angoisse paroxystiques, des attaques de panique, même en aigu. Donc, elle n'est pas aussi douce qu'on pourrait... Qu'on veut bien le dire. Ouais, exactement. Bon, quel est le statut du cannabis en France ? Alors, le statut du cannabis en France, tout ce qui est la production, la culture, la vente de plants de cannabis est interdit. En sachant que... Donc, même sur sa fenêtre, si on cultive, c'est interdit ? C'est interdit. D'accord. Donc, on a depuis plusieurs mois... la vente donc de cannabidiol, qui est un autre des composants donc du cannabis, qui n'a pas d'effet psychotrope à proprement parler et qui n'aurait pas d'effet addictogène comme le THC. Donc, alors le THC pour tout le monde. Le tétrahydrocannabinol. Oui, donc faut nous expliquer, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est que le THC. Alors, tétrahydrocannabinol, c'est le principal cannabinoïde que contient la plante. La plante cannabis, il y a le cannabis sativa, cannabis indica, contient une centaine. C'est différentes. C'est le chanvre. Alors, on a en fonction de l'origine, on a un chanvre qui va être une plante qui va être riche en chanvre et avec des cannabinoïdes, et une autre plante qui va être plus riche en cannabinoïdes et un peu moins riche en chanvre, en sachant que le chanvre a été cultivé et continue à être cultivé pour ses propriétés, ses fibres, pour le cordage, les voilures. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le chanvre, on en fait plein de choses. Bien sûr, voilà. On ne fait pas que le fumer. Exactement. Donc, le cannabis, la plante, contient plusieurs centaines de cannabinoïdes. Le principal, le plus important, celui qui est le plus étudié et celui qui va induire le plus d'effets psychotropes au sens large, c'est le delta-9 tétrahydrocannabinol qu'on appelle le THC. Ah ouais, quand même. Je ne vous ferai pas une conférence sur ce que vous êtes delta-9, là, comme vous dites.
Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que ces dernières années, ce qui a changé, c'est que l'offre a explosé. Exactement. C'est-à-dire qu'il en vient de partout. Exactement. Et que finalement, ce qui a changé, c'est la teneur en THC. Donc, qu'est-ce qui a changé avec la teneur en THC par rapport aux années 70, par exemple? Alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, en moyenne, on va dire que la résine qui est vendue dans la rue contient en moyenne 25% de THC et l'herbe va contenir en moyenne 10% de THC, aujourd'hui en 2022, en sachant que dans les années 70, la teneur en THC était inférieure à 3%. Alors, Donc, comment est-ce qu'on explique cette... Parce que la productivité, la rentabilité font que pour les producteurs, sélection de plants, amélioration des techniques agricoles pour faire pousser du cannabis, va permettre d'avoir un cannabis qui est beaucoup plus riche en THC pour entretenir et favoriser une demande. Les consommateurs vont préférer avoir un produit beaucoup plus fort, d'une part. Et donc c'est sciemment. C'est-à-dire qu'en fait, oui. On augmente le taux de THC pour que les gens fument plus, en fait. Exactement. Ça permet une meilleure rentabilité. Les consommateurs vont plutôt acheter des produits riches en THC au détriment de produits pauvres en THC. Donc c'est, d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus rentable. D'une part, d'augmenter l'offre, mais également de pouvoir proposer des produits particulièrement riches en THC. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans précisément? J'étais assez, étonné par la composition de ce qu'on fume. Alors, je vais prendre juste un exemple. Le verre pilé. Disons que les techniques de vente pour augmenter la masse du cannabis, à ce moment-là, on a vu, c'était début des années 2000, on a vu certains lots dans lesquels était mélangé du verre pilé pour augmenter la masse et donc pour pouvoir gagner plus d'argent, tout simplement. Pour que ce soit plus lourd, en fait. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, les revendeurs, c'était un moyen pour gagner plus d'argent en ajoutant des composés qui n'étaient pas du tout, on va dire... attendu, mais surtout pour augmenter la masse. Et de même, dans la résine, on a retrouvé, sur certains échantillons, il y avait du pneu, il pouvait y avoir du henné, ou d'autres composés qui n'avaient aucune valence psychotrope, mais qui permettaient d'alourdir donc les lots, les échantillons. D'accord. Aujourd'hui, c'est le cas encore ou... Il existe certains lots, certains producteurs qui vont couper. On parle de la cocaïne. La cocaïne est coupée plusieurs fois. D'une part parce que sinon il y aurait beaucoup plus de morts. Et d'un autre côté, ça permet de rentabiliser la vente. Et on verra tout à l'heure ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne ou presque dans l'arrêt de fumer des joints de cannabis avec mon invité, le docteur Éric Guillem, qui est psychiatre et addictologue et qui publie Comment j'ai arrêté de fumer des joints, guide à l'usage des fumeurs pour arrêter le cannabis chez Henrik B Éditions. Donc c'est le fruit de 10 années que vous avez passé à rencontrer des fumeurs de cannabis qui venaient vous consulter, soit pour faire baisser leur consommation ou pour que vous les aidiez à arrêter complètement le cannabis. Il y avait une consultation, elle existe toujours cette consultation, oui. Une consultation cannabis à l'hôpital Lariboisière. Qu'est-ce qui fait qu'on devient dépendant? Est-ce que ça, vous arrivez à l'expliquer? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on devient dépendant? Ça va être la place que l'on donne au produit et la place que le produit va prendre dans son quotidien. Donc ça va être lié à la fréquence d'usage, entre autres, qui va, au fil du temps, chez le sujet qui devient dépendant, mettre au centre de sa vie, dans le quotidien, dans ses choix, le produit. C'est-à-dire la recherche, la consommation du produit et les effets que le produit induit va faire que l'autre
le travail, l'école, la famille vont devenir accessoires, en tout cas ne seront plus au centre de la motivation, des préoccupations du fumeur qui est dépendant du cannabis. Mais est-ce qu'on sait déjà dès le départ ce qui fait la différence? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est... Alors, la dépendance, l'addiction est, comme tous les troubles mentaux, multifactorielle. Donc on va avoir de très nombreux facteurs. On connaît des facteurs de risque pour déjà expérimenter le produit, en abuser ou en devenir dépendant. Ces facteurs de risque sont des facteurs, il faut bien comprendre, qu'ils ne sont pas des facteurs de causalité. Ce sont des facteurs qui sont associés au risque de devenir dépendant, mais ce ne sont pas des facteurs de causalité directe. Enfin, on peut commencer à fumer un joint parce que c'est une soirée, que vous êtes avec des copains. Bien sûr. Moi, je pense à la période de l'adolescence, en fait. Bien sûr, donc, mais fumer un joint... Pour tester, pour voir, vous voyez. Bien sûr, je veux dire, à la période de l'adolescence, on va rechercher ses limites, on va s'affranchir de sa famille, on va s'affranchir des normes qui nous régissaient jusque-là pour trouver les nouvelles normes, rentrer dans le monde dit adulte. Fumer, consommer ponctuellement un joint, le risque de dépendance n'est pas au premier plan. Le risque de dépendance va apparaître lorsque cette répétition exceptionnelle, festive, va devenir fréquente. Et à ce moment-là, il y a un risque qui va apparaître. Mais est-ce qu'on l'a évalué, ce risque de dépendance, finalement? Est-ce qu'on sait que si 50% des fumeurs de cannabis vont devenir dépendants, ou c'est beaucoup moins que ça ou... Non, c'est beaucoup moins que ça. J'ai pas les chiffres exacts en tête. Disons que consommer à au moins 10 reprises, voire plus, du cannabis, on va augmenter considérablement ses chances d'en devenir dépendant. La prévalence de dépendance chez tous les usagers, je veux dire, elle est relativement faible par rapport à tous ceux qui fument une fois de temps en temps du cannabis. Les sujets dépendants, c'est une minorité. On va parler à peu près abuseurs et dépendants, on va parler en termes de population générale, on va parler de 5%. Des fumeurs. Non, de la population générale, oui, qui peuvent être dépendants ou abuseurs de cannabis. Il faut voir qu'en France, les derniers chiffres indiquaient qu'il y avait un peu moins d'1 million de fumeurs quotidiens en France. D'accord. Sur 60 on est les leaders européens. Exactement. Concernant la consommation de cannabis, en Europe, on est le pays où il y a plus de fumeurs. Si on fume un joint par jour ou 2 joints par jour, on est dépendant ou pas? Ça, c'est des questions que les gens peuvent se poser quand même. Bien sûr. Alors, il y a des critères psychométriques, un interrogatoire clinique. On va avoir des critères et à partir d'un nombre de critères, on va pouvoir poser un diagnostic de dépendance. La question de la dépendance va être: est-ce que si je ne fume pas 1 ou 2 joints de manière systématique, est-ce que je suis en souffrance? Est-ce que je ressens l'absence? Et est-ce que je me sens aussi bien? Donc, c'est au cas par cas, mais une consommation quotidienne, régulière, témoigne d'une dépendance plus ou moins forte. Ça dépend des individus, mais oui, l'évaluation peut être pertinente à ce moment-là d'une dépendance. Et alors vous, en tant que thérapeute, est-ce qu'il y a un test pour évaluer si on est dépendant ou pas? C'est l'entretien clinique, la discussion, donc l'échange, et après des questions bien précises, des critères cliniques sur la consommation. Alors ces critères cliniques vont essayer de voir quelle est la place que l'on donne au cannabis et comment le fonctionnement quotidien vis-à-vis donc du produit, voir jusqu'à quel point la personne donne la priorité au produit au détriment de son travail, de sa scolarité, de sa famille, de ses loisirs. Se lève plus le matin. Voilà.
Donc, il y a des critères cliniques et à partir d'un certain nombre de critères, à ce moment-là, le diagnostic peut être posé. Alors vous dites que c'est une drogue à effet prolongé qui s'élimine lentement et on assiste avec le cannabis à des effets différés. On assiste à des effets sur une durée de combien de temps ? Ça va dépendre de la consommation. Disons qu'on a les effets aigus dans les premières heures et on va avoir les effets qu'on appelle les effets du lendemain. C'est-à-dire la persistance du fait de l'accumulation dans les tissus graisseux. Les tissus graisseux, c'est le cerveau, c'est les poumons, c'est l'appareil digestif. Donc on va voir que dans les heures, le lendemain, notre organisme est toujours impacté par les présences de THC. Et je pense particulièrement au niveau du cerveau où, avec le temps, les problèmes de concentration, les problèmes d'attention, de mémoire, la capacité d'apprentissage, donc dans le développement de l'adolescent et du jeune adulte, ces effets sont des effets à plus long terme que l'effet aigu de l'ivresse qui va durer 2 heures. Pour un joint donné, on va avoir des effets aigus. L'ivresse cannabique, elle va durer 2 heures à peu près. Et donc, jusqu'au lendemain, on a donc des effets. Ces effets seront moins... Non, parce que les gens n'ont peut-être pas forcément conscience, en fait. Ah oui. Pas forcément conscience que ces choses qui se passent sont des effets différés. Exactement. Du joint qu'ils ont fumé la veille. Exactement. La fatigue, le ralentissement, l'humeur peuvent être dus à la réminiscence, on va dire, du cannabis dans l'organisme. Alors, il y a un phénomène dont on a beaucoup parlé à une époque, c'est la théorie de l'escalade. Et oui. C'est beaucoup de professeurs ou d'addictologues qu'on avait sur les plateaux de télévision qui venaient, quand on leur demandait s'ils étaient favorables ou pas à une dépénalisation, à une vente libre du cannabis, parler de ce fameux effet de l'escalade. Qu'est-ce que vous avez, vous, constaté en consultation ? Alors, la littérature dans les années 70-80, donc la théorie de l'escalade voulait que le cannabis soit la première marche, la première étape avant la prise de drogue dite forte. Au vu donc de plusieurs décennies donc de poursuites de recherche dans ce sens-là, cette théorie a été battue en brèche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cannabis n'est pas systématiquement ou forcément la première étape ou la première marche. Vous pouvez rester un fumeur que de cannabis. D'une part, et d'autre part, on peut devenir addict à d'autres drogues, cocaïne, héroïne, etc., sans forcément avoir fumé de cannabis auparavant. Et la théorie de l'escalade a été battue en brèche parce qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs de risque qui étaient associés au fait de pouvoir consommer des drogues dites dures, des drogues plus fortes, ou que la consommation de cannabis n'était pas indispensable dans le risque de prendre d'autres drogues. Alors, est-ce qu'on a comparé finalement la consommation de cannabis avec la consommation de tabac ? Est-ce que les consommateurs, les fumeurs de cannabis sont des fumeurs de tabac ou pas ? Oui, la grande majorité sont des fumeurs de tabac, des fumeurs quotidiens, surtout chez les fumeurs quotidiens et réguliers de cannabis. Le cannabis est fumé sous forme de joint et dans la grande majorité, elle est mélangée à du tabac. Donc généralement, les fumeurs réguliers de cannabis sont dépendants du tabac. Même si ce n'est pas l'intégralité des fumeurs de cannabis qui sont... Oui, voilà. Exactement. De votre pratique et de ce que vous avez constaté, est-ce que c'est plus compliqué de s'arrêter de fumer du tabac ou plus compliqué d'arrêter de fumer du cannabis ? C'est plus compliqué d'arrêter de fumer du tabac, clairement. Le tabac et l'alcool sont les deux drogues celles qui sont plus difficiles à arrêter. Bon, cocaïne aussi, mais non, il est plus difficile d'arrêter le tabac que le cannabis. Alors qu'est-ce que ça veut dire que de se dire dans sa tête qu'on va arrêter de fumer des joints ? Alors, c'est un peu toute la question. C'est l'idée d'un lendemain qui serait radicalement différent du jour d'aujourd'hui. C'est une question que le fumeur va se poser et
il va essayer de mettre en place une réponse. C'est pas une injonction, voilà, qui du jour au lendemain vous permettrait d'arrêter, en sachant que, mais ces gens-là, on les voit pas à l'hôpital. Il y a beaucoup de personnes. Moi, j'ai des témoignages, que ce soit le tabac, le cannabis, l'héroïne. Du jour au lendemain, ils ont arrêté. Mais donc ça existe aussi. Ça existe, hein. Mais ces gens, on les voit pas à l'hôpital. Oui, donc c'est pour ça que c'est pas ceux qu'on retrouve dans votre livre. J'y mets difficile d'en parler, mais on a des témoignages de gens qui ont arrêté pendant de décennies, voire qui n'ont jamais repris du jour au lendemain. C'est une minorité, mais ça existe, hein. Et il y en a beaucoup. Mais la question arrêter le cannabis, c'est une question qu'on va se poser tous les jours, et on va mettre en place, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est comment mettre en place des stratégies et quelle est la nouvelle vie que l'on veut vivre. Dans ce livre, je parle beaucoup de la théorie des attentes, hein. C'est-à-dire que... On a du temps, donc on reparlera de la théorie des attentes, parce que c'est important. Mais moi, je voulais qu'on finisse sur... Voilà. Des gens vont nous écouter et se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi de se dire, je vais m'arrêter de fumer des joints? C'est-à-dire que le temps que je consacre au cannabis, je vais le consacrer à autre chose, avec l'idée que je vais prendre autant de plaisir à consacrer mon temps à d'autres activités que celle de fumer du cannabis. C'est-à-dire qu'il faut remettre à plat son quotidien et savoir ce que l'on veut pour soi ou pour les autres. Quand vous parlez de temps, les gens vont se dire, mais attends, ça prend 15 minutes. Non, parce que justement, il y a le temps à rechercher le produit, à obtenir le produit, le temps à consommer le produit et le temps à récupérer de ses effets. Un joint, c'est 2 heures de temps. L'ivresse, elle va durer pendant 2 heures, et pendant ces 2 heures, on va se consacrer à différentes activités, mais rétrospectivement, on va se rendre compte que ces 2 heures ne sont pas très efficientes, efficaces, productives en tant que telles. Allez, comment j'ai arrêté de fumer des joints? C'est la question que je pose à mon invité, le docteur Éric Guillem, ce matin, qui publie un livre qui porte ce titre. On parlait de la fameuse théorie des attentes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette théorie des attentes? Alors, la théorie des attentes, toute modélisation, par définition est réductrice, et il existe différents modèles dans le champ de l'addiction. Il y a beaucoup de modèles, et certains modèles apparaissent être plus pertinents que d'autres ou plus intéressants d'un point de vue psychothérapique. Moi, j'ai une orientation de thérapie comportementale et cognitive. Entre toutes les théories, tous les modèles, il y en a certains qui, dans ma pratique, m'ont paru intéressants et que j'ai pu proposer aux patients que j'ai rencontrés. La théorie des attentes est une théorie qui a déjà été validée pour l'alcoolisme, où il apparaît que plus on attend d'effets positifs vis-à-vis d'une drogue, en l'occurrence c'était l'alcool, plus le risque est de devenir dépendant et de rester dépendant à l'alcool. Donc les attentes... Alors en termes de cannabis, les fumeurs de cannabis, ils attendent quoi du cannabis? Alors les fumeurs de cannabis, ils vont attendre pas forcément plus d'effets positifs, mais ils vont redouter moins d'effets négatifs. En l'occurrence, ils vont plus attendre d'effets positifs que les non-fumeurs, mais surtout, ils vont moins redouter les effets négatifs, les troubles intellectuels, les troubles physiques, l'isolement, la perte, on va dire, de notions d'obligation, de priorité, etc. Ils vont moins redouter les effets négatifs et également attendre plus d'effets positifs. Alors, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais toutes les drogues ont des effets on et off. Exactement. Donc ça, c'est valable pour toutes les drogues. Voilà. Donc, lorsqu'on voit les gens commencer à consommer une drogue ou de l'alcool, au début, on va ressentir les effets positifs, les effets plaisants, la désinhibition, la facilitation sociale.
avec toutes les drogues, on constate que dans un premier temps, on va ressentir les effets positifs et au fil du temps, au fil des consommations qui se répètent et de l'augmentation des doses, on va voir que cette ivresse, elle va beaucoup diminuer et au détriment, on va voir les effets négatifs qui vont débuter, qui vont être ressentis après plusieurs semaines, plusieurs mois de consommation régulière. On recherche toujours la première fois. C'est comme pour tout. Comme en amour. Exactement. Donc, on recherche toujours le souvenir de la première fois, lorsque cette première fois était agréable. Si la première fois ne l'a pas été, ça aussi les études le montrent, première cigarette, premier verre d'alcool, premier joint, s'il y a eu des effets contraires, des effets désagréables, à ce moment-là, le risque de ne pas devenir dépendant est beaucoup plus élevé. Qu'est-ce qu'on appelle la neuroadaptation ? Alors, la neuroadaptation, on sait que la maturation, la maturité cérébrale n'est atteinte que en début d'âge adulte, 20-25 ans. Pendant toute l'enfance et l'adolescence, la neuroadaptation va consister à la migration des neurones, on va dire ils vont devenir adultes. Bon, c'est une image. On sait que l'enfance et l'adolescence, le cerveau n'est pas encore totalement formé et ne sera totalement formé qu'en début d'âge adulte. Alors, comment est-ce qu'on désapprend à fumer des joints ? Alors, c'est difficile. Comment on désapprend ? C'est essayer de faire un travail personnel, se remémorer le temps de la consommation du cannabis et le temps qui va suivre cette consommation, c'est-à-dire les jours qui suivent, et essayer de faire un travail pour réfléchir sur comment ma vie a changé depuis que je fume, que ce soit par rapport à un investissement scolaire, professionnel, familial, de loisirs, sportif, de remettre le cannabis au milieu de son quotidien, de sa vie, et de voir jusqu'à quel point sa vie, son quotidien ont évolué, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Mais lorsqu'on se pose la question, généralement, c'est que le cannabis a pris la place de l'investissement scolaire, professionnel, les amis, la famille, le couple. Il a pris une place qui, aujourd'hui, nuit à sa santé, à son bien-être. Donc, tout le travail, avant d'arrêter effectivement, c'est de voir jusqu'à quel point le cannabis vous a enlevé des choses dans votre vie. Et si ça vous a rien enlevé, alors ? À ce moment-là, ça va être plus difficile de se motiver. Je veux dire, lorsque la personne a pu identifier quelles ont été les conséquences néfastes pour soi, il est plus facile de travailler dessus. Oui. Lorsque quelqu'un vient en disant « mais moi j'ai pas de problème, ça se passe bien, ma vie, j'en suis content », c'est vrai qu'il va être beaucoup plus difficile de le mobiliser. Alors, dans votre livre, il y a des questionnaires, il y a des tests, il y a un questionnaire des effets attendus du cannabis, 48 questions quand même, donc ça prend un peu de temps. Vous faites l'analyse factorielle des questions, thématique par thématique. Il y a aussi le test de l'agenda. Exactement. Le test de l'agenda, donc ça consiste en quoi le test de l'agenda ? Alors, voilà, c'est d'inviter les personnes à pouvoir noter au quotidien quelles sont ses activités et parallèlement de pouvoir noter sa consommation de cannabis. Et c'est l'inviter à pouvoir donc noter, répertorier sa vie au quotidien et la comparer entre les jours où cette personne fume et des jours où elle ne fume pas. Donc c'est compliqué si quelqu'un est déjà dépendant et que c'est difficile à arrêter, etc. Mais essayez à ce moment-là vraiment sur 1, 2, 3 jours, essayez de voir, mais ma vie elle est comment si je fume pas ? Et en fonction des activités, du temps consacré à ces activités, comparer et voir jusqu'à quel point il est intéressant pour soi de continuer à fumer, parce qu'on va scorer l'intérêt, la pertinence, le plaisir du temps
que l'on consacre à soi ou aux autres, quand on fume et quand on fume pas, et proposer à la personne de comparer les deux tableaux, voir ce qui lui semble plus pertinent pour soi. Quand fumer est devenu une habitude, comment est-ce qu'on abandonne la force de cette habitude ? Je reçois quand même beaucoup de thérapeutes qui disent oui, il faut remplacer la mauvaise habitude par une bonne habitude. Et vous, c'est pas trop pour ça en fait. Avant de pouvoir la remplacer, c'est de pouvoir se dire que c'est peut-être une habitude, mais qui me fait plus de tort que ne m'apporte du bien-être. Mais les gens le savent. Oui et non. Oui et non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se poser certaines questions parce que les réponses ne leur conviennent pas forcément. Donc vous proposez également aux gens de tenir un journal des joints. Exactement, oui. Ça sert à quoi le journal des... Oui, le journal des joints. Alors ça sert à quoi le journal des joints ? Alors le journal des joints, c'est comme le test de l'agenda, va leur permettre de pouvoir attribuer à chaque joint des motivations, des attentes, des envies, et de voir à quel moment ce joint s'insère dans leur quotidien. Parfois, c'est avant d'aller à une soirée. Parfois, c'est je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Parfois, c'est je suis à l'école ou je vais voir des amis et à ce moment-là, il y a du cannabis. Donc, ce journal des joints va leur permettre de pouvoir attribuer une intentionnalité, un désir, une attente et voir jusqu'à quel point parfois le cannabis permet de remplir des moments de vide, de mal-être, d'inactivité, ça devient le loisir, ça devient l'occupation principale. Donc, mais si vous fumez un joint parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous avez une séance de répétition en studio, ou vous avez un concert et vous vous sentez plus créatif, plus libéré, plus fun. Bien sûr. Alors, moi, le produit, il n'est pas question de diaboliser le produit comme toute drogue. S'il n'y avait que des effets négatifs, personne n'en consommerait. Oui, le cannabis, comme d'autres drogues, on peut avoir au début particulièrement, on va dire des effets plaisants, des effets agréables, un état autre, un état second, qui peut être plaisant, vécu de manière très agréable. Donc, oui, lorsque le produit est consommé dans cette attente et dans ces rituels, dans cette habitude-là, oui, il est très difficile de pouvoir mobiliser ces personnes qui vont, eux, rapporter des attentes positives du produit et pas forcément, on va dire, des conséquences délétères. Donc, ça va être plus difficile de mobiliser ces personnes. Alors, quelles sont les différentes étapes qu'on peut lister dans l'arrêt du cannabis ? Là, déjà, c'est prendre conscience de sa consommation, sans la juger, voir un peu quelle est la place que le produit prend dans sa vie. Également, à ce moment-là, voir ce que le produit en lui-même apporte ou enlève. Ça, généralement, les gens vont rester sur les souvenirs, les premiers usages, les premières consommations, et de manière générale, ils vont effacer, la mémoire va effacer les mauvaises expériences au détriment des bonnes expériences. On fume toujours pour essayer d'atteindre une ivresse passée et on va éluder les consommations plus récentes où il n'y a pas eu vraiment de plaisir, mais plutôt la mise à distance, l'anesthésie d'émotions pénibles, désagréables ou de pensées, des pensées douloureuses. Bon, et ensuite, une fois qu'on a fait cet inventaire... Une fois qu'on a fait cet inventaire, on sait aider la personne à ce qu'on va appeler le test d'ambivalence, c'est-à-dire qu'on va proposer à la personne de trouver des compétences qui lui permettent de ne pas fumer le joint de manière immédiate.
Le test d'ambivalence, on va demander à la personne de s'imaginer en train de fumer un joint. Donc c'est une exposition par la pensée, où on va dire à la personne, voilà, vous allez essayer de vous remémorer la dernière fois ou une fois récente où vous avez consommé du cannabis, vous allez vous remémorer, vous remettre à ce moment-là et vous allez vous imaginer, vous remémorer du début à la fin de la consommation du cannabis en vous empêchant bien sûr de le fumer réellement. Et on va voir que à la fois l'envie de fumer ce joint va décroître au bout en gros d'une demi-heure et l'envie de ne pas fumer ce joint va également augmenter avec le temps. D'accord. Et donc ça, ce test-là, on le fait chez soi. À quelle fréquence de manière quotidienne. Donc c'est déjà apprendre à pouvoir s'exposer par la pensée à une situation. Bon, voilà, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et essayer de répéter, voilà, jour après jour, de répéter ce test, en sachant que durant cette période-là, pour l'instant, le fumeur continue de fumer du cannabis. Il n'a pas commencé à arrêter de fumer le cannabis entre le moment où on l'envisage la première fois et le moment où on passe à l'acte. Il peut s'écouler plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est-à-dire que finalement, la prise de décision, elle prend du temps. Exactement. C'est le passage à l'action. Enfin, le passage à l'action prend du temps. Exactement. Si on veut que ce soit réussi, il faut que ça prenne du temps. Disons que ça prend forcément du temps parce que généralement, les personnes qui sont dépendantes fument le cannabis depuis des années ou depuis pas mal de temps. Donc, c'est difficile de se déshabituer d'une habitude qui dure depuis des mois, voire des années. Oui. Bien. Et la suite est dans votre livre. Comment j'ai arrêté de fumer des joints, le guide à l'usage des fumeurs pour stopper le cannabis. Docteur Éric Guilhem, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.